Quant au concept de migration, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et chaque fois, le migrant ou les migrants apportent quelque chose à leur culture de base, mais aussi à la culture d'accueil. Bien sûr, il y a eu des migrations extrêmes, au sens de l'involontaire, comme l'esclavagisme. Et même dans ce cas, ce que les esclaves ont apporté dans la vie, c'est le cas aux États-Unis, au Brésil, Cuba, etc. D'un autre côté, bien avant ça, l'Afrique a connu et continue à connaître, elle aussi, des migrants. Si on révise un peu l'histoire, on verra que la civilisation grecque, par exemple, a beaucoup pris de l'école des mystères de l'Égypte. Et par la suite, les écoles de philosophie romaine ont aussi pris quelque chose de l'école de la philosophie grecque. Aujourd'hui, on est tellement, je veux dire, l'Africain est placé dans une position où on se comporte comme si nos ancêtres n'avaient rien pour être des exemples à suivre. C'est dans cette logique-là. C'est dans cette logique-là, nous voyons dans nos cabinets des enfants qui sont migrants, oui, minoritaires, visibles, oui, mais surtout étrangers déjà par rapport à eux-mêmes. Vous voyez, les circonstances sont aujourd'hui telles que, bon, je regrette un peu le passé, mais je plaide plutôt en faveur du fait que l'Afrique a quelque chose à donner, surtout à ceux qui sont malades ici. J'ai fait comme le grand frère, j'ai préparé un discours que, comme vous voyez là, il ne me sert plus à rien. Maintenant, je vais parler avec mon cœur et puis c'est à vous de voir comment on va orienter la chose. Quels sont les plaignants? Quels sont les plaignants? Normalement, ça devait être tout le monde. C'est normal qu'on aille voir un médecin, comme le docteur Sigan, parce qu'on a mal à la tête ici et ça. Mais ce n'est pas normal qu'on aille faire un check-up en psychologie. C'est mal fait quelque part, parce que tout le monde a besoin à son niveau. Tout le monde en a besoin à son niveau. Mais soyons honnêtes pour dire que les circonstances font que certaines personnes arrivent avec des soucis bien précis. C'est le cas des émigrés, des gens qui ont été vraiment bien torturés dans leur pays et qui portent des séquelles pour toute la vie. On ne peut pas dire que ces gens-là sont comme ceux qui viennent passer des vacances à l'hôtel intercontinental 6 mois par année. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a vraiment une charge de souffrance qui peut venir du pays d'origine, mais qui prend plus forme ici, vu les circonstances de l'accueil. Et là, je n'accuse personne parce que c'est un concours de circonstances. Je prends un exemple très simple. On a eu en énopsychiatrie un monsieur qui a été maltraité parce qu'il était opposant politique dans son pays. Ce monsieur portait vraiment des traces. Il était même physiquement paralysé. Bien sûr, sa demande d'asile ayant été rejetée par comble de désespoir, la Suisse ne reconnaît pas les traces qui sont sur son corps. Ouais, il a beau être cousu ou recousu, c'est pas très grave. Il n'a quand même pas l'asile dont il est requérant. La famille de ce monsieur ne peut pas être bien portante, d'autant plus que les enfants sont en partie ici et une autre partie au pays. Il avait son commerce au pays qui a été saccagé par les militaires lors de cette attaque dont il souffre aujourd'hui des séquelles. Mais le pire pour cette personne, c'est de savoir que le chef de l'opposition qui soutenait à l'époque a négocié après cette révolte-là pour être plus proche du président qui gouverne autre chose. Oui. Il a perdu sa santé, son commerce. Sa fille est devenue épileptique suite à toutes ces choses-là. Et
il ne peut même pas marcher convenablement, il est dans un pays qui n'est pas le sien, on n'accepte même pas qu'il a souffert, puisque la demande a été rejetée, il n'a pas de raison d'être là. Ce n'est pas toujours facile de savoir où vient l'origine du mal. Mais dans nos cabinets, quand quelqu'un dit j'ai été en bonne santé, ou bien les maux de tête n'étaient pas graves, jusqu'à ce que, on commence à se poser de bonnes questions, jusqu'à ce que quoi? Et tout en prenant soin de se dire, cet élément déclencheur n'est pas nécessairement la cause de la chose. Et justement, la psychologie permet quand même de remonter dans l'évolution de l'individu et même de la race, d'où l'importance du contexte, parce que l'individu n'est pas qu'un système physiologique bien mature, bien complet, c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que nous recevons aussi dans nos cabinets? Des enfants ou bien des jeunes inadaptés. Souvent, c'est les professeurs eux-mêmes qui les conduisent, notamment en neuropsychiatrie. Parce qu'à l'école, ils n'arrivent pas à se socialiser, il y a aussi des échecs scolaires. Et déjà là, on peut voir au niveau de l'accueil, du diagnostic et même de la définition de la santé, la différence culturelle. Je me souviens encore d'un cas où l'assistante sociale nous a conduit un garçon d'environ 29 ans, nous disant qu'il est de tendance suicidaire. En discutant avec cet enfant, avec ce jeune homme, il ressort le fait que ce sont le voix, l'entend de voix, qui lui demande de voler. L'Africain ne confond pas les deux. C'est clair pour nous qu'il y a autre chose. On doit rechercher plus loin que ça. D'où la démarche vers l'Afrique. La différence entre ces systèmes que je défends aujourd'hui et ce qui existe comme la psychologie, comment on appelle ça, le développement personnel ou la psychanalyse, c'est que nous nous efforçons d'impliquer la culture d'origine du patient. C'est très important. Alors, dans l'exemple de ce monsieur qu'on croyait être suicidaire, nous étions obligés de nous poser de bonnes questions déjà au sein de sa famille en Afrique. On ne voyage pas en Afrique pour ça, c'est sûr. Mais les patients sont toujours accompagnés. Ce qui fait qu'une maman qui l'accompagne ou bien quelqu'un d'autre peut téléphoner en Afrique pour voir ce qu'il faut faire. Et on remonte pas seulement l'histoire, mais aussi on voit au sein de cette famille des dettes symboliques à éponger. Et ce mot dette symbolique prend de plus en plus de l'importance même en Europe, puisqu'il y a tout un courant psychologique qui n'a rien à voir avec les mots ni la transculturelle. Je parle bien de la psychologie transgénérationnelle qui est bien développée désormais à Paris. Enfin, ils reconnaissent que les ancêtres nous lèguent des dettes à éponger. Et que pour dépasser tout ça, il faut faire des rituels. Ça sort de la bouche des blancs, je vous dis. Heureusement que c'est le temps. Alors, pour nous les Africains, tu nous racontes ça, ça nous amuse. Ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Ça fait des années qu'on fonctionne en sorte que ce que vous appelez dialogue ne soit pas que ça. Ça veut dire que ça ne soit pas que le mot d'un locuteur ou un auditeur. Que ça soit un point central dans un univers précis où les acteurs, aucun acteur n'est négligé. La nature, la famille, les spécialistes, la spiritualité, s'il vous plaît. L'environnement aussi. Et bien sûr qu'il y a des parents, parmi ceux qui nous consultent, il y a des parents qui viennent pour leur propre malaise. Pour leur propre malaise, quand une personne a été ministre dans son pays, parce qu'il a eu un cursus de formation bien donné, un profil professionnel qui lui permettait d'avoir des responsabilités, il débarque en Suisse et que sa demande d'asile est rejetée, il ne peut même plus travailler. Même s'il voulait balayer la rue, il n'a plus le droit de le faire. Jusqu'à ce que la demande soit acceptée, il ne peut pas travailler. Et des gens comme ça, on rencontre chez nous.
C'est pour ça que je n'ai pas voulu accentuer, je n'ai pas voulu centrer mon intervention sur la jeunesse, parce que je ne crois pas que le problème de la jeunesse appartienne uniquement à la jeunesse. Bien sûr, l'une des particularités de la migration d'aujourd'hui, c'est que très souvent, le concept d'avoir et d'être s'entrechoque. Parce que qui n'a rien, je sais pas s'il y a quelque chose en définitive, et qui n'est rien, je ne sais pas s'il peut réussir à avoir quelque chose. Si vous voulez, quand il faut parler, c'est un peu léger, je ne sais même pas si je vous fais comprendre, mais dans le quotidien, on sent ça, on sent ça. L'autre vous dira, depuis que j'ai perdu mon commerce au Liban, en énopsychiatrie, il n'y a pas que les Africains. C'est pas si strange, tant pis. Il n'y a pas que les Africains. Il vous dira, depuis que j'ai perdu mon commerce, je me sens plus tout à fait homme. Et la maman sait que dans la culture africaine comme telle, quand elle dit à un enfant, ne bouge pas, ce n'est pas la voix d'un individu, c'est tout l'archétype de la mère qui parle. Et c'est très courant, c'est très courant. Je veux dire, en Gonsamba, qui n'est pas nécessairement un village, quand nous on sortait, on traversait la rue sans regarder si la voiture passait ou non, c'est la voisine qui te flanque la fessée du cerveau. C'est son droit. C'est son droit. Ici, tu ne peux pas ouvrir la bouche sans que la protection de la jeunesse y mette son grain de sel. Et pourtant, en réalité, je déplore le fait qu'on ne cherche toujours pas avec quoi remplacer l'apport culturel. C'est dans les gènes, ce n'est pas parce qu'il est né ici qu'il est tout à fait souci. La preuve, si on en cherchait, c'est qu'en France, il y a 3 ans, quand j'ai eu ce problème de service militaire, qui est mort de froid? Les Africains, ils sont nés en France. Vous voyez, franchement, il y a beaucoup de pistes de réflexion là-dessus. Qu'est-ce que l'Afrique apporte dans tout ça? J'ai parlé tout à l'heure des initiations. Et le grand frère a parlé aussi des lois. Parce qu'en réalité, les lois encadrent, les lois cernent, les lois mettent des limites à ne pas dépasser. Et c'est souvent pour la protection de l'individu. Beaucoup plus pour sa protection psychologique que physique. Parce que sur le plan social, il y a toujours quelqu'un pour te planter des fessées. Et sur le plan psychologique, ça prend le temps pour sortir. Et quand ça sort, si on ne fait pas attention, c'est déjà trop tard. Et parmi ces lois, typiquement africaines, on peut citer la loi de solidarité. Je me souviens dans mon enfance, quand il y avait un incendie, du moins quand les flammes dépassaient une certaine hauteur, tout le monde allait déjà avec un seau d'eau. Tout le monde, je veux dire, les Africains sont trop lents, tout ça, d'accord. Mais dans des cas comme ça, c'est organisé. Hein. C'est vite fait, les plus vieilles gardent les enfants et tout le monde est actif autour du feu. C'est au point que la personne qui n'était pas présente en ce moment-là, le jour où elle arrive, verse de l'eau froide sur le sang déjà éteint. Tellement cette loi est forte. Parmi les autres lois, il y a le respect de la nature. La nature qui est la plus grande bibliothèque du monde. La nature qui est... On a tout dans la nature, sauf la saturation mentale et le stress. On a tout dans la nature, sauf le superflu et l'artifice. Et à ces propos, il y a eu plusieurs tentatives, notamment au moment où le courant anti-psychiatrique était à la mode, de faire entrer les patients européens en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, pour voir ce que la nature peut faire pour eux. Et dans mes propres recherches, j'ai vu que les municipes américains du Cameroun pouvaient séjourner dans la nature sans être inquiétés. Les autres lois, le respect de l'aîné, l'aîné c'est l'expérience.
Je veux dire, on ne doit pas toujours chercher à tout avoir pour rien. Il faut donner quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il te protège que c'est indu. Fais quelque chose pour mériter. C'est le piège de la société moderne. C'est le piège de cette vague d'immigration. C'est-à-dire, nous, on n'a pas pu transmettre tout ce qui... Déjà, on n'a pas reçu grand-chose à cause de la colonisation qui a bien ébranlé le système de transmission. Mais le peu qu'on a, on n'arrive même pas à transmettre. Déjà, ils projettent leur avenir dans notre planète ou bien sur le virtuel. C'est de leur droit. Mais en attendant, le problème se pose. Le problème se pose. Quand ils sont face aux problèmes précis, notamment dans les problèmes d'ordre mentaux, comme on dit là, c'est sérieux, on doit rechercher quelque chose. Les parents doivent s'arranger pour que le peu qu'on sait soit transmis. Et là, les patients me les envoient très souvent. J'ai eu une jeune Camerounaise qui avait des problèmes d'échec scolaire. Et comme j'ai toujours tendance à réorienter les gens vers l'Afrique, les Africains vers l'Afrique, un jour, elle me dit, voilà, aujourd'hui, mes parents prouvent que je ne suis pas comme il convient. Est-ce que mon père, une seule fois, m'a dit qu'il allait au village, une question de coutume? Vous voyez? Ce n'est pas que de la faute de la jeunesse. Nous aussi, on y est pour quelque chose. Dans le concret, la différence entre les neuropsychiatrie et la psychologie transculturelle, c'est que les deux ont un référent culturel. Ils ont besoin aussi de quelqu'un qui supervise, quelqu'un qui appartient à la culture du patient. C'est dans ce cadre-là que l'esprit général appartenance, tout ça m'invite souvent, quand le patient est africain. La psychologie transculturelle a besoin d'un nombre limité de personnes qui prennent en charge. Donc il peut y avoir le patient, le référent culturel, moi et le thérapeute. Ça suffit. En neuropsychiatrie, le raisonnement est vraiment tout autre. Il faut reconstituer une sorte de contenance. Je ne sais pas si le mot convient. En tout cas, face à un seul cas, face à un cas précis, on peut réunir plusieurs personnes, une dizaine au moins de personnes, de deux sexes, il n'y a pas plus, des formations différentes, des cultures différentes, de façon à ce que, le patient ne se sente pas tout seul face à son histoire. Ça aussi, l'Africain savait depuis longtemps. Que les souffrances d'une personne est toujours un élément de vie dans la communauté. Alors, pour nous, ce n'est pas nouveau. L'autre chose, c'est que les différences culturelles des co-thérapeutes permettent de réfléchir sur le problème du patient, lui permettant en même temps de voir qu'ailleurs on peut faire autre chose. C'est pas rien. C'est pas rien de se dire, bon, je souffre de cette manière, mais si j'étais éthiopien, on aurait interprété mon mal de cette manière. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Tout se passe sous la coordination des médecins, surtout en Suisse, dans la mesure où il y a la question de caisse maladie, et que c'est le médecin qui doit envoyer la facture du patient pour se faire rembourser. La prise en charge, même si les co-thérapeutes le font gratuitement. On ne s'adresse pas directement au patient parce que le cercle doit être maintenu. Ça doit être quelque chose de solide. Ces différentes formes de prise en charge ont le mérite de permettre au patient de participer à son évolution. Ce n'est pas un pauvre monsieur qu'on soigne de psychose. En fait, ces langages ne nous appartiennent pas. Les étiquettes ne nous appartiennent pas. Et je l'ai aussi adopté dans ma prise en charge en privé parce que c'est très facile de mettre, mais très difficile d'enlever. En même temps, ça n'apporte rien de constructif dans la prise en charge.
dire que ce monsieur est psychotique n'apporte rien dans l'évolution cognitive du contenant de la personne. Des fois, c'est le patient lui-même qui se cramponne à son titre de psychotique. Pourquoi? Parce qu'enfin, il est reconnu. La société le reconnaît comme quelque chose, plus comme un malade. Donc c'est vraiment grave de mettre ces choses-là. En théorie, ça va bien, ça permet d'expliquer. Et je crois que dans la pratique, c'est mieux de s'en détacher si c'est possible. Et qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là? Ça dépend. Ça dépend. En nénopsychiatrie, on propose des rituels, des choses simples. Des choses simples. Et souvent, c'est encore le patient ou son entourage qui nous guide. Il nous dit quand j'étais enfant, on faisait ça et que ma grand-mère avait dit ça. C'est à nous de poser la question de savoir si ce que la grand-mère a dit a laissé des traces dans le concret. Par exemple, un petit cadeau, un collier, etc. Et des fois, ils ont. Vous voyez, on a un trésor en nous, on ne se rend même pas compte. On a notre médicament en poche et on est malade. La psychologie, c'est aussi essayer d'ouvrir la poche pour que ce médicament sorte. Mais les séquences qui se font en Afrique, et il y en a, il doit y en avoir. Bien sûr, dans ce cas, on accorde plus de temps, parce que l'Afrique, ce n'est pas Genève. Ce n'est pas Genève comme j'habite. L'Afrique, c'est un peu plus loin. Et l'autre élément perturbateur, c'est la religion chrétienne. Des fois, nous nous efforçons de mettre ça sur pied ici, et quand ça arrive sur place, le référent qu'on devrait avoir, peut-être la tante ou la maman, nous dit « Ah non, ça fait longtemps que nous ne faisons plus ce truc des païens. » En attendant, le patient est là. Il est là avec nous. C'est nous qui avons fait cette démarche-là. Il n'a rien demandé. Donc il va falloir maintenant trouver comment faire en sorte que l'attente de ce qui doit se faire en Afrique ne pèse pas en plus sur lui. Donc on trouve des choses intermédiaires, d'autant plus que la culture africaine, qui se veut optimiste par excellence, a toujours des petits trucs qu'on peut faire. Avec l'arbre de paix, on peut déjà nettoyer la personne en attendant. Et je ne le fais pas automatiquement en tant que prothérapeute. Il va falloir que ce soit de nouveau le groupe qui décide ce qui doit être fait. Avec l'accord du patient, il ne faut pas lui imposer des choses. Dans mon cabinet privé, puisque je reçois aussi des jeunes et des moins jeunes, j'utilise beaucoup la spiritualité, pas la religion. La spiritualité parce que, par définition, l'homme se différencie des autres espèces, notamment à cause de sa spiritualité. Alors je ne vois pas pourquoi, quand il a des problèmes et qu'on cherche des solutions, on doit laisser sa spiritualité de côté. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai comme décor, tout ce que j'ai comme outil de travail, doit ramener l'autre à lui-même pour chercher ce qui est de meilleur en lui dans son propre développement. D'abord, je ne fais pas du long terme. Voir la même chose, voir la même personne après 6 mois en train de me raconter la même histoire, je crois que je risque de mourir 3 fois avant. Ça se passe assez bien. Ça se passe assez bien. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'impliquer à ce point. Dans la demande d'un patient, il y a toujours le fait qu'il y a toujours cette sorte de sous-entendu, cette sorte de motivation non exprimée qui veut qu'il aimerait que tout change, il aimerait que tout aille très très bien et il ne veut rien bouger pour ça. Je vais rester dans mes habitudes et je veux que ça aille bien. Vous voyez, et on doit en tenir compte. Et comme ma méthode remue vraiment l'être, le remettre très vite face à son histoire, il y en a qui s'en vont, je respecte. Mais parmi ceux qui restent, des fois, on a quelques miracles. Par exemple, la jeune Camerounaise dont je vous parlais a passé son examen. Même si elle m'a posé plus de questions que je lui ai donné des réponses. C'est aussi ça, ceux qui viennent m'apportent aussi. Tu l'as pour apprendre. Peut-être d'ici 60 ans, je serai une bonne psychologue. Mon intervention aujourd'hui, c'était surtout
pour dire aux parents, d'abord aux parents, que on a une très très grande mission. Parce que c'est nous les ancêtres du demain. On ne va pas inventer une autre planète. On va vivre dans ces conditions parce qu'on est déjà là. Mais c'est à nous de chercher comment faire pour transmettre quelque chose à nos enfants et limiter les dégâts. C'est vraiment urgent quand on voit certains cas. C'est très urgent. Et l'autre chose, c'est de saluer vraiment ce que Alpha et son équipe font. Il y a beaucoup de gens qui font autre chose. De Genève, je peux très bien en parler. Parce que la Suisse ne peut pas tout nous donner, même ce que nous avons déjà. Et je ne sais pas pourquoi nous avons tellement honte. C'est même parce que c'est la honte. Nous ne sentons pas de taille à faire ressortir, à donner la vie à ce que nous avons et qui peut sauver nos enfants. C'est ça le problème. Ça existe. Je vous remercie.